Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode où je vais vous raconter des anecdotes que j'ai vécues au SMUR et autres. J'ai déjà fait ce format beaucoup de fois, mais là on va le changer un petit peu. Je me suis inspiré d'autres youtubeurs bien plus connus que moi, tels que Mastu. Bienvenue l'équipe. Je vais vous raconter 4 anecdotes et ce sera à vous de deviner laquelle est fausse parmi les 4. Si vous aimez bien ce format, je l'ai fait avec Karine Estremo et Lucas, qu'on perd sur les réseaux. Je vous mets le lien vers les vidéos juste ici. Mais aujourd'hui je le fais tout seul, c'est à vous de deviner et je vous donne les réponses à la fin. Et vous me direz en commentaire si vous avez trouvé quelle anecdote est fausse. Introduction rapide, synthétique, pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est parti. Première anecdote. Je suis en SMUR pédiatrique et on va chercher un enfant qui présente un choc septique aux urgences. On le prend en charge, on lui donne les antibiotiques, etc. On le transporte et le trajet prend un petit peu de temps, etc. On reste un peu en contact avec lui mais sans plus que ça. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai pas de masque parce que oui, my bad, en SMUR, je mets rarement un masque. Shame. Il est vrai. On termine l'intervention, on le dépose dans l'hôpital où il doit aller, on rentre chez nous, etc. Fin de l'histoire. Je crois qu'en fin de nuit, j'arrive à dormir un petit peu. Le lendemain matin, j'ouvre Instagram et je reçois le message d'un infirmier des urgences où on a pris l'enfant qui me dit « Attention, il a été testé positif à la méningite à méningocoque ». En fait, quand on allait le prendre, ils avaient fait une ponction lombaire justement pour éliminer la méningite, mais on n'avait pas eu les résultats. Je suis désolé, il fait hyper chaud dans cette pièce. Et donc du coup, infection à un méningocoque, ça implique que on doive se protéger en prenant ce qu'on appelle une antibioprophylaxie, et notamment de la rifadine. Donc du coup, j'appelle les médecins de mon SMUR pour qu'ils me fassent la prescription, je reçois la prescription par mail, et je cherche pas plus loin que ça. Pour moi, exposition au méningocoque, il faut prendre l'antibiotique. Voilà, c'est les souvenirs qui me restaient des urgences pédiatriques, donc je ne vais pas chercher plus loin. Je prends l'antibiotique, normalement je crois que c'était 2 jours de traitement, et le lendemain soir, je devais retourner en SMUR, mais cette fois adulte. Je prends le traitement, et vraiment je passe une journée mais horrible. Genre vraiment, j'avais mes maux de tête, vertige, envie de vomir, j'étais mais vraiment en PLS dans mon lit. Et vraiment quand on regarde la liste, j'ai fait tous les effets secondaires. J'ai dû trouver quelqu'un pour me remplacer en urgence parce que c'était impossible pour moi d'aller bosser dans cet étalage. Vraiment, c'était horrible. Et du coup, je me suis renseigné et en fait, j'aurais pas dû prendre l'antibiotique. Il y a des trucs très précis pour prendre l'antibiotique ou non, et notamment 1 heure d'exposition avec l'enfant à moins d'1 mètre sans masque. Et en l'occurrence, j'avais pas passé 1 heure avec l'enfant, donc théoriquement, j'étais pas dans la fenêtre où il faut prendre une antibioprophylaxie. Ça, c'est des recommandations des agences régionales de santé, et on doit suivre ces recommandations, et là, pour le coup, il y avait pas besoin. Voilà, donc au final, j'ai pris un médicament qui m'a mis par terre, qui m'a empêché d'aller faire une garde au SMUR adulte, et qui ne servait à rien, que j'avais pas besoin de prendre. Voilà, à vous de me dire si cette anecdote est vraie ou fausse. La deuxième anecdote. Là, on remonte à quand j'étais à l'école IAD. En 2e année, du coup, c'était le dernier examen que je passais de la 2e année. En fait, on passe 4 oraux très importants à la fin de chaque semestre à l'école d'IAD où on fait un cas clinique. Enfin, c'est un cas clinique d'anesthésie. Et là, en l'occurrence, c'était le plus gros oral où il y avait une personne de notre école et un anesthésiste extérieur, du coup, qui venait dans le jury. Et il y avait que 2 personnes, je crois. Oui, c'était un jury de 2 personnes. Cet examen-là, c'est hyper précis. On a 20 minutes pour le préparer. On est enfermé dans une salle où on doit couper nos téléphones, couper nos montres connectées et les ranger dans nos sacs pour ne plus les utiliser. Donc moi, j'avais gardé ma montre. Mon téléphone, il était en mode avion dans mon sac. Et je gardais ma montre qui est certes une montre connectée, mais avant tout une montre de sport qui me sert à prendre l'heure, quoi. Donc j'avais désactivé la fonction Bluetooth dessus. Je pouvais le montrer. Et voilà. Je prépare l'examen pendant 20 minutes. Et ensuite, je passe à l'oral. Et je me retrouve face à mon directeur d'école. C'était mon directeur d'école qui chaque année fait passer quelques euros et j'étais dans son jury. L'histoire ne nous dira jamais si c'était parce que j'étais sur les réseaux et que je m'étais fait remarquer quelques fois dans l'année parce que je faisais des trucs qui lui plaisaient pas forcément. Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, c'était bien lui dans mon jury. Il était en face de moi avec un anesthésiste d'un hôpital. Je dirais pas le nom. Dans le jury, il y avait mon directeur, une infirmière anesthésiste et un anesthésiste. Ils étaient 3, je me rappelle maintenant. Et donc du coup, je déroule le cas clinique, etc. Et en fait, au milieu du cas clinique,
il y a ma montre qui se met à sonner, mais genre vraiment super fort quoi. Et je comprends pas parce que déjà ma montre de base elle est en silencieux donc elle sonne jamais. Et là elle vibre et elle bip et tout ça. Et du coup je regarde la montre et vraiment bah je sens que ça me glace le sang quoi parce que je me dis bah je suis mort, je vais me faire disqualifier et tout. Et en fait ça me met rythme cardiaque extrême. J'étais tellement stressé par cet examen et le fait d'être en face de mon directeur que j'avais une tachycardie, j'avais une fréquence cardiaque que ma montre a détectée comme anormale. J'étais juste stressé mais elle a bipé parce que elle confondait ça avec un trouble du rythme, je sais pas, mais voilà. Je me rappelle parce que spontanément, j'ai regardé le jury et j'ai dit oh, je suis désolé, je suis trop stressé, du coup, je suis tachycarde et ma montre elle a sonné quoi. Et vraiment, mon directeur il était en face de moi, il était comme ça. Heureusement, l'IAD et l'anesthésiste ont souri et ont rigolé, mais vraiment le directeur il m'a dit poursuivez. Et je me suis dit ok bah en fait je vais me faire saquer sur ma note pour ça quoi. Voilà, bon c'était la petite anecdote où du coup bah je suis resté tachycarde mais la montre a pas ressonné. Je crois que j'ai encore une photo, je la mettrai si je l'ai sur mon application du pic que j'ai eu à ce moment-là de fréquence cardiaque. Mais voilà, et je me suis pas fait disqualifier, j'ai eu mon oral, tout était bien et voilà. Mais j'ai eu très peur sur le coup. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Troisième anecdote, on était sur une intervention, on a utilisé énormément de matériel. Le patient, il allait vraiment pas bien, etc. On avait dû l'intuber dans l'appartement. Je crois que c'était une intoxication médicamenteuse. Du coup, on avait sorti le respirateur. On avait vraiment déployé beaucoup de matériel dans l'appartement. Et dans ces cas-là, quand on sort autant de matériel du camion, vraiment la peur qu'on a tous, c'est d'oublier des choses sur intervention. Et c'est vraiment pénible parce que des fois, on a du matériel perdu. Et des fois, surtout, on a du matériel qui est indispensable pour le camion. Et donc, du coup, là, on regarde qu'on ait bien repris tout le matériel, qu'on ait bien le respirateur, les 2 sacs d'intervention, la biologie délocalisée, le sac avec les tuyaux du respirateur, l'échographe, etc. Donc on finit par tout réunir. On prend le patient avec nous, bien évidemment, parce que le patient n'allait pas bien. On part d'intervention, on est content, on n'a oublié aucun matériel. Et à mi-chemin de l'hôpital, on se regarde, on fait putain, on a oublié l'externe. L'externe qui est un étudiant en médecine, donc 4e, 5e ou 6e année, avant de devenir interne, pour les personnes qui connaissent pas. On a oublié l'interne sur intervention. Et en fait, on s'en rend compte parce que c'est la régule qui nous appelle, et en fait, l'externe a appelé la régule et qui nous a appelé nous, en disant vous avez oublié cette personne sur intervention. Du coup, on fait putain. Et vraiment on a honte parce que c'était un externe qui était extrêmement discret, donc effectivement il se manifestait pas beaucoup, c'était ses débuts dans son stage au SMUR, donc vraiment effectivement on l'avait oublié sur place tellement on était concentré sur le matériel et sur le patient. Du coup on est retourné le chercher et voilà, tout va bien. Mais on peut dire quand même qu'on a oublié un étudiant sur intervention. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Je bois de l'eau. Quatrième anecdote. On va dans un appartement, on est déclenché pour gêne respi, on va dans un appartement qui est situé très très haut dans une tour, je crois que c'est 11e ou 12e étage. On fait des vannes, on était avec pour le coup aussi une externe qui était très gentille, etc., mais qui avait une peur des insectes. Et moi, je commence à vanner dans l'ascenseur en disant putain, à chaque fois que je vais dans les apparts comme ça, dans des tours aussi haut que ça, à chaque fois, soit c'est très grave, soit il y a des insectes. On rigole un peu avec elle, avec l'ambulancier et tout ça, donc elle est pas forcément rassurée. Et vraiment, du coup, on débarque à l'étage et on arrive dans cet appartement. Enfin, vraiment, l'appartement d'entrée de jeu, on voit au fond du couloir les pompiers qui sont avec le patient et qui vraiment, ils font une tête d'enterrement. Et en fait, on voit au sol de la moquette qui est décollée, les murs, ils sont sales, il y a une odeur de fou. Donc bref, direct on se dit putain forcément il y a des bêtes quoi, vraiment. Du coup on laisse les sacs à l'extérieur pour ne pas les contaminer, on enlève nos vestes, etc. et on rentre dans l'appartement. Et déjà dans le couloir, sur les côtés et tout, on voit des cafards qui sont morts sur les murs, on en voit un peu au plafond aussi, enfin on n'est pas sûr, l'appart il est hyper sombre et tout. Et vraiment on arrive au niveau du patient et en fait le pompier du coup il nous dit rapidement ce qu'il a et puis il nous montre le canapé. Et vraiment je vous jure, le canapé, c'était infesté. Il y avait un essaim de puces de lit sur le canapé, mais c'était monstrueux, ça grouillait. C'était horrible et je vois votre air dégoûté sur votre visage derrière votre écran. Donc du coup, instantanément, quand on voit ça, l'externe, pour le coup, elle part de l'appartement vraiment en disant je peux pas. Nous, on recule aussi, l'ambulancier, il sort aussi. Et en fait, le patient, il est gêné pour respirer, il fait une décompensation de BPCO, donc bronchopneumopathie chronique obstructive, qui n'a jamais été suivie.
Donc du coup, il fait sa première décompensation, mais il fume énormément. Et en fait, il en a il est dans un peignoir et il a des punaises de lit sur le peignoir, etc. C'est horrible. Et donc du coup, bon, les pompiers, ils ont leurs sacs qui sont infestés, donc ils sont dégoûtés. Et vraiment, donc il a besoin d'un aérosol. Et du coup, on décide de le sortir de là. C'est pas possible qu'on reste là-dedans parce que tout simplement, il y a un risque aussi qu'on contamine nous. Les locaux du SAMU et du SMUR. Donc ça c'est quelque chose, c'est un risque qu'on peut pas prendre. Du coup on se dit ok, on déshabille le patient et on le sort de l'appartement pour lui faire les aérosols. Donc la scène elle est incroyable parce que du coup il est 2h du mat, un truc comme ça, hein. On est sur le palier avec 4 autres appartements, heureusement personne va jamais sortir, et on est avec ce patient qui est recouvert, on le recouvre avec une couverture de survie, mais il est en caleçon sur une chaise et on lui fait un aérosol dehors parce que c'était pas possible de rester là, quoi. Et on passe pendant les premières minutes de l'aérosol, on écrase je sais pas combien de punaises de lit au sol parce que il y en avait beaucoup en fait encore sur lui et même sur nos chaussures et tout. Quand on en écrase, ça fait des taches de sang partout et tout, c'est dégueulasse. Et vraiment, on croise les doigts pour ne pas avoir à transporter ce patient-là. Heureusement, il s'améliore vraiment bien avec l'aérosol. Et du coup, bon, les pompiers, de toute façon, ils savaient qu'ils étaient foutus et qu'ils devaient désinfecter entièrement leur camion et tout parce qu'ils étaient forcément contaminés. Donc du coup, ils prennent le patient et nous, on se dit, bon, au moins, tant mieux, on n'est pas 2 équipes à devoir désinfecter complètement son camion, quoi. Donc on va dire qu'on trouve un avantage à ça, même si les pauvres pompiers, voilà. Et donc du coup on sort de l'immeuble et on se check, je me rappellerai toujours, on se checkait les cheveux, on se checkait comme les singes qui cherchent les puces là. On a regardé sous nos chaussures, moi j'en avais encore une sous ma chaussure et tout ça, vraiment c'était terrible. Et on a fini par rentrer, brûler nos vêtements, non, on a jeté nos vêtements, on s'est tous douchés et bien évidemment, non, c'était pas sûr. Et on avait aucune sur nous, donc on a pas contaminé, heureusement pour le coup, les locaux du SAMU, parce que c'était déjà arrivé et c'est un enfer les punaises de lit. Vous connaissez, vous en avez entendu beaucoup parler dans la presse je pense, mais ça ne meurt qu'à haute température. Il faut prendre une machine exprès aux urgences et tout, c'est vraiment très compliqué. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je vous laisse un petit temps, je bois de l'eau parce que j'en peux plus de parler et puis on se redit ça. Alors, pour vous, l'anecdote 1, l'anecdote 2, l'anecdote... J'articule plus. Alors pour vous, c'est la 1, la 2, la 3 ou la 4. Je sais pas si je peux mettre un sondage, j'ai jamais fait ça, je testerai pour voir. Mais je crois que oui. Donc votez sur le sondage si j'arrive à en mettre un. Drumroll. Eh bien, il s'agissait de l'anecdote 3 qui était fausse. On n'a jamais oublié un étudiant sur intervention. En tout cas, moi, jamais quand j'étais là, ça c'est sûr. On a déjà oublié les sacs. Pour le coup, ça a déjà été très pénible. Et en plus, sur des interventions compliquées avec la police, etc. Où là, pour le coup, c'est les pompiers qui nous rendent les affaires grand sourire. On avait dû aller dans leur caserne et ils nous avaient rendu en mode alors, le SAMU, on oublie du matériel. Bref, mais on n'a jamais oublié les étudiants. La riff en piscine et ma mauvaise réaction, c'est vrai. Ma montre qui sonne en plein examen, c'est vrai aussi. Et les punaises de lit, malheureusement, c'est vrai. Voilà, c'est terminé avec cette petite vidéo anecdote solo. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez bien ce format où je vous fais deviner des anecdotes, je pourrais complètement en refaire à l'occasion. C'est cool. Et je le referai aussi avec invité parce que personnellement, j'aime beaucoup faire ça. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut!